Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Michel. Et ici c'est Louis, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Popcorn Aigre Doux, votre podcast mensuel où deux amis, Nous deux, parlons de sujets de société à travers des films. mais cette semaine nous ne sommes pas que deux, nous sommes 4. Et nous souhaitons une bienvenue à Philippe et Julie du podcast Le Scénario du Pire. Alors vous pouvez nous expliquer ce qu'est le scénario du pire ? Moi, je suis Philippe, du Scénario du Pire. L'idée du Scénario du Pire, c'est de parler de faits divers. Alors, on essaye de sélectionner des faits divers vraiment où la réalité dépasse la fiction. Donc, on va pas forcément chercher des choses trash, mais on va chercher des choses qui sont étonnantes et atypiques. Parfois, on va même essayer de trouver des protagonistes qui sont un peu neuroatypiques. Dans ces faits divers. Et puis, on se dit aussi que les faits divers qu'on choisit feraient des bons films. Et l'idée, c'est de terminer par un casting et un soundtrack pour chacune des histoires vraies que nous racontons. C'est un super podcast. Oui, Merci. nous on aime beaucoup. Super, merci. Ouais, d'ailleurs, on recommande l'épisode hors série sur les Power Rangers. Ah, Celui-là, yes. il m'a Ouais. super plu. C'est un peu mon enfance. Ah oui, bah oui, les années 90. C'est ça. Voilà. En gros, dès qu'on a échangé avec eux, le courant est super vite passé et on s'est dit, mais faisons ensemble un Popcorn Aigre Doux. Et en plus, ça nous permet d'aller faire un petit tour en Belgique, ce qui est toujours sympa. Bienvenue. Ah oui, on est à Bruxelles aujourd'hui. Et comme leur spécialité c'est le true crime, on a cherché à parler d'un sujet et de films qui s'inspirent de faits réels. Et c'est comme ça que Philippe, ici présent, est venu avec l'idée d'un des films dont nous allons parler aujourd'hui, Compliance. Et à partir de ce film nous est venue l'idée du thème de l'épisode d'aujourd'hui, l'obéissance et la soumission à l'autorité. Rassurez-vous, on ne divulgage pas dans Popcorn Aigre Doux. Bon, là, c'est un peu particulier parce que le film est tiré d'un fait réel et le film est vraiment très fidèle au fait réel qu'on va raconter. Mais on va parler du fait réel, peut-être pas des ressorts cinématographiques qui font ressortir de ça. Mais en gros, on prend un sujet de société et on part de deux films qui en parlent. Et puis on ouvre sur tout un tas d'œuvres différentes, des films, des BD, des livres, des jeux vidéo, des expériences muséales et que sais-je encore, qui font un rappel à ce thème précisément. Et Compliance, donc, c'est un film qui s'inspire d'un fait divers de fou furieux. Et Philippe et Julie vont nous le raconter tout à l'heure à ce micro. Comme d'habitude, on va commencer par un petit topo savant sur l'obéissance et la soumission à l'autorité. Mais avant d'aller plus loin, trinquons, même si en fait on a laissé les boissons au frigo, mais plus tard, qu'est-ce qu'on va trinquer plus tard? Bah, je vous ai ramené des petites bières un peu plus atypiques qui sont évidemment belges, mais qui tabassent un petit peu. Donc, Ben merci beaucoup. la non peut-être qui est On va assez peut-être attendre la rigolote. fin de- Ouais. Oui, on va attendre la fin de l'enregistrement. Nous on a Oui, ramené je des conseille. petits jus de fruits typiques de France, notamment un jus de raisin pétillant, c'est un chalon, c'est ça? Et aussi un jus de pomme de Bretagne. C'est ça. Mais c'est vrai que les Brussels Beer Project ont l'air vraiment bien et la non peut-être aussi m'a Ah donné oui, bien elle envie. On vous donnera des nouvelles de ces bières au prochain épisode. Et c'est donc parti pour le topo savant. Topo savant. La Seconde Guerre mondiale, je pense que tout le monde voit bien ce dont il s'agit. La montée du nazisme, les 60 millions de morts, soldats ou civils, le débarquement en Normandie, les bombes atomiques. Et malheureusement, la Seconde Guerre mondiale a vu naître le projet génocidaire le plus important de son temps et suivant une logique industrielle. 6 millions de personnes, principalement juives, mais aussi handicapées ou roms, connaissent la mort dans des circonstances atroces. En 1960, Adolf Eichmann, un dignitaire nazi qui a mené à la mort des centaines de milliers de juifs, est arrêté et jugé à Jérusalem. Il s'était enfui en Argentine et ça a duré 15 ans. Lors du procès, tout le monde cherche à savoir ce qu'il s'est passé. Est-ce qu'Eichmann était fou? Est-ce qu'il était sadique? Est-ce que c'était un génie du mal? Hannah Arendt, philosophe et politologue juive qui s'était enfuie de l'Allemagne nazie, assiste au procès pour The New Yorker. Alors qu'elle s'attendait à voir un être diabolique et monstrueux sur le banc des accusés, eh bien, Eichmann se révèle plutôt être davantage un fonctionnaire médiocre, un homme insignifiant, comme elle le dit, qui a abandonné sa capacité de penser pour n'obéir qu'aux ordres qu'on lui donnait. Et lui se contente de répéter qu'il n'a fait qu'obéir aux ordres, et que tout ce qu'il a fait était légal selon les lois du Troisième Reich. Alors c'est tout. Enfin, je veux dire, on peut se contenter d'obéir aux ordres, sans se poser de questions, et devenir un criminel contre l'humanité? Eh bien, c'est cette question que nous allons explorer aujourd'hui. Bon, déjà, on peut commencer par une petite définition. Ça veut dire quoi, en fait, obéir? En fait, c'est plutôt simple. Obéir, c'est juste faire ce qui nous est demandé de faire. Par exemple, si je lance ma balle à mon chien et que je lui demande de me ramener la balle, s'il me la rapporte, eh ben, c'est un chien obéissant. Jusque-là, rien de compliqué. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser plus précisément à l'aspect psychologique et social de l'obéissance.
lorsqu'un individu se soumet à l'autorité d'un autre individu ou d'une institution, quitte à sacrifier sa liberté ou ses valeurs. C'est un sujet qui est pas vraiment joyeux, mais qui fascine les philosophes et les chercheurs en sciences sociales, parce que l'histoire regorge d'exemples concrets de moments où la soumission à l'autorité a eu des conséquences dramatiques. L'élément crucial de l'obéissance, c'est l'autorité exercée par celui qui donne les ordres. Dans les années 60, un psychologue américain, Stanley Milgram, va réaliser une expérience qui marquera les esprits. L'expérience de Milgram. Je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler sous une forme ou sous une autre. Mais en gros, l'idée c'est d'évaluer le degré d'obéissance d'un ou d'une américaine lambda face à l'autorité. Par exemple, Michel, Oui. imagine. Ouais. T'es un peu en galère de thunes, tu vois le journal, et là, tu Ok. repères qu'en une demi-journée, tu peux te faire 4,50 $. Ouais, c'est pas mal, ça fait à peu près 60 € aujourd'hui. Pas mal pour un samedi. Et en gros, c'est pas compliqué ce qu'il faut faire, ou tu poses des questions, ou tu y réponds, tout simplement. Ok. En tout cas, c'est ce qu'elle dit. Donc t'arrives au laboratoire, là il y a un professeur d'université qui vient te voir, Mhm. et il a l'air un peu austère et sérieux, mais bon, en même temps, t'es pas là pour tous tes copains, t'es là pour gagner tes 4,50 $, quoi. Et puis, dans la pièce, il y a aussi un autre mec d'une trentaine d'années qui est là, et on vous annonce que vous allez devoir vous répartir les rôles entre celui qui va poser des questions et celui qui va y répondre. Donc tu pioches un bout de papier, et là, à coup de bol, c'est toi qui vas poser les questions. Et puis ça va, moi je suis pas trop nul en culture G. J'ai quand même fait Sciences Po, Aix-en-Provence, moi. Et c'est quand même plus sympa de poser les questions, en fait. Donc bon, tu t'installes face à ton camarade, et tu lui poses des questions. Vous êtes juste séparés par une vitre. Et il y a une seule règle par contre, tu vas poser des questions, s'il Ouais. répond bien, il se passe rien. Ouais. Et s'il se trompe, là tu dois appuyer sur un petit bouton. Et c'est un choc électrique qu'il va recevoir. Aïe. Alors rassure-toi, au début c'est rien du tout, c'est à peine une piqûre d'insecte. Mais au fur et à mesure des erreurs, quand même, faut qu'il apprenne et donc il faut augmenter la dose. Je te jure, ça fait partie de l'expérience. Et attends, et si moi j'ai pas envie de le faire, là l'autre il hurle quand même quand j'ai dépassé les 200 volts. Et à 350 volts, il s'est même évanoui. Ah, et c'est bon, tu continues. Tu dois le faire, c'est important pour l'expérience. En réalité, le chercheur et l'autre élève sont des comédiens. Et le but de l'expérience, c'est de tester jusqu'où iront les gens. Et le constat fait froid dans le dos. 62% des personnes testées suivent les ordres jusqu'au bout et infligent des chocs électriques pouvant causer la mort du sujet. Milgram lui-même ne s'attendait pas à un score aussi haut. Il note cependant que chaque participant s'était arrêté à un moment pour questionner le chercheur et que beaucoup présentaient des signes de grande nervosité. Mais cela ne les a pas empêchés de continuer à infliger des chocs électriques sous les ordres insistants du chercheur. Alors autant vous dire que cette expérience a été un véritable électrochoc, sans mauvais jeu de mots, Super le jeu de mots. donc un véritable électrochoc pour le monde entier. Et elle continue d'être considérée comme une référence dans de nombreux domaines, de la psychologie jusqu'à la science politique en passant par la finance. Elle a d'ailleurs été reproduite à travers le monde, avec des résultats similaires, et même sur des chaînes de télévision comme ABC aux États-Unis, ou encore France Télévisions, qui a produit le documentaire Le jeu de la mort en 2009, avec une transposition de l'expérience sur un plateau télé. C'est un drôle de divertissement quand même. En effet. Une autre expérience connue qui traite d'obéissance est l'expérience de Stanford. Ici, 20 personnes sont séparées en 2 groupes, 8 gardiens et 12 prisonniers. Et il faut pendant 15 jours que l'ordre soit maintenu. Rapidement, les volontaires de l'expérience se sont adaptés au rôle qu'on leur avait assigné. Un tiers des gardiens fit preuve de comportement sadique, tandis que les prisonniers se montraient en général soumis aux gardiens, malgré les mauvais traitements. L'expérience, qui devait durer 2 semaines à la base, a été arrêtée au bout de 6 jours seulement. Mais on ne peut pas extrapoler les résultats. Les chercheurs poussaient les gardiens au sadisme, l'éthique est plus que discutable, et le protocole n'est pas vraiment valide. Quoi qu'il en soit, il est important, voire nécessaire, de se questionner sur l'autorité qui nous demande de faire quelque chose, et d'y porter un jugement critique. Que ce soit un groupe d'amis, un collègue, un parti politique, une religion, ou encore les pubs qu'on voit sur les réseaux sociaux, on est constamment assailli d'injonctions à agir, à ne pas agir, acheter, fermer les yeux, se révolter, etc. Ne serait-ce que de se rendre compte qu'on peut être amené à faire des choses qui vont à l'encontre de nos valeurs, c'est déjà une première étape pour se bâtir de meilleures défenses mentales. On n'est pas là non plus pour vous pousser à la désobéissance, Enfin, quoique. Même si ça pourrait faire un chouette sujet d'épisode futur. J'avoue. Et maintenant, on va laisser la parole à l'équipe du scénario du pire pour nous raconter un fait divers complètement dingue. Donc notre histoire se déroule dans l'après-midi et la soirée du vendredi 9 avril 2004 à Mount Washington, petite ville ouvrière du Kentucky. Louise Ogborn, 18 ans, est employée au McDo local depuis que sa maman malade a perdu son emploi 4 mois plus tôt.
Elle y gagne $6,35 de l'heure. Louise est une étudiante studieuse et exemplaire. Elle fréquente l'église, elle fait partie des scouts. Elle se destine à des études de médecine et est décrite comme quelqu'un de très gentil. Elle a travaillé toute la journée et elle est sur le point de finir son service au McDo de Mount Washington. Donna Summer, presque comme la chanteuse, 51 ans, l'assistante manager du fast-food, lui demande si elle ne peut pas faire quelques heures sup vu qu'un de ses collègues est malade et qu'ils sont en sous-effectif. Louise accepte. Ça lui fera des sous en plus et elle n'est pas du genre à laisser tomber ses collègues en galère. Peu après 16h30, Donna reçoit un appel. Un homme se présente comme l'officier Scott. Il explique à Donna qu'une plainte de vol a été reportée au McDonald's de Mount Washington. Son ton est calme et autoritaire. Il demande à Donna s'il y a une jeune femme de race blanche aux cheveux bruns dans le McDo. Ces quelques éléments peuvent faire penser à Louise Ogborn. L'officier précise que la jeune femme correspondant à cette description est soupçonnée du vol du porte-monnaie d'une cliente lors de son premier shift du jour. Il explique qu'ils sont débordés au commissariat, mais que d'après sa responsable, Donna allait pouvoir l'aider à régler le problème. Face à ces soupçons, l'officier Scott demande qu'une fouille soit organisée sur place. Il dit qu'il est par ailleurs en contact avec la supérieure hiérarchique de Donna chez McDonald's. Et l'affaire est une affaire mineure et c'est peut-être superfétatoire d'envoyer un agent de police sur place. La présence de l'officier Scott par téléphone permettra de procéder aux vérifications nécessaires. Donna Summer convoque Louise dans son tout petit bureau équipé d'une caméra de surveillance. Tous les événements qui vont suivre seront filmés, mais sans le son. Louise est confrontée à un choix, soit elle accepte de se faire fouiller discrètement dans le bureau, soit elle sera emmenée au commissariat pour être fouillée sur place. Louise, qui n'a rien à se reprocher, choisit le commissariat. Et à ce moment-là, le policier demande à parler directement à Louise et parvient à lui faire changer d'avis. Conformément aux instructions de l'officier Scott, Donna lui demande de se déshabiller et de placer ses vêtements dans un sac. Louise pleure, mais s'exécute et se retrouve en sous-vêtements. Donna retourne et secoue chaque pièce de vêtements de Louise pour y trouver le porte-monnaie. Et l'officier exige que les sous-vêtements de Louise lui soient également retirés. Donc elle se retrouve entièrement nue et frigorifiée. L'officier Scott fait une nouvelle révélation à Donna. La jeune employée n'est pas soupçonnée que de vol. On pense qu'elle est également une consommatrice et une petite trafiquante de produits stupéfiants. Ces vêtements sont donc potentiellement des preuves, car des traces de drogue y seront probablement retrouvées. On lui demande de lui confisquer ses vêtements, de les mettre dans un sac en plastique et dans un endroit sûr pour d'éventuelles analyses. Donna s'exécute et va déposer le sac de vêtements dans sa voiture sur le parking du resto. Mais elle permet quand même à son employé de se couvrir avec un petit tablier de chez McDo. Ouais. Heureusement. Louise supplie Donna de l'emmener au commissariat pour qu'elle puisse expliquer, mais Donna refuse. Des employés vont se relayer pour seconder Donna dans son rôle d'enquêtrice, mais on est vendredi soir, c'est le rush au McDo et il n'y a pas assez d'employés. L'officier exige un homme pour la remplacer. Donna va faire appel à Jason, c'est un des cuisiniers du fast-food, et Scott demande à Jason de retirer le tablier de Louise et de décrire son corps, mais Jason refuse et quitte le bureau. Il retourne à ses tâches. Mais il n'appelle pas la police, il reprend simplement son boulot. Donna se retrouve à nouveau seule avec Louise, et il faut trouver un autre homme. Donc l'officier Scott demande à Donna si elle est mariée. Elle ne l'est pas, mais elle a un fiancé nommé Walter Nix Jr. Walter est un exterminateur professionnel, un fervent chrétien, un coach d'une équipe de basket pour enfants. Scott ordonne à Donna de demander de l'aide de son fiancé. Vers 18h, Walter Nix se rend au McDonald's. Donc c'est un quadragénaire, il est père de 2 enfants, il est obèse, il a pas trop de cheveux. Donna le laisse seul avec Louise, donc sous la conduite de l'officier Scott, qui est toujours au téléphone. Et Louise est quand même à poil sous son tablier, faut pas l'oublier. Walter, persuadé d'être en communication avec la police, il va suivre les instructions de la voix. Il restera dans le bureau avec Louise pendant 2h30. Ce qui se passe dans le bureau est à peine croyable. C'est téléguidé par son interlocuteur. Nix va d'abord imposer à Louise de danser nue et de faire des jumping jacks. Il lui impose ensuite une fouille corporelle très poussée,
qui inclut une fouille de ses orifices. Elle est ensuite invitée à s'asseoir sur les genoux de Nix et de l'embrasser sur la bouche afin qu'il puisse vérifier que son haleine n'est pas alcoolisée. Louise refuse timidement et c'est sa seule tentative de rébellion, ce qui lui vaut une punition sous la forme d'une fessée brutale de 10 minutes consécutives, punition qui est ordonnée par l'officier Scott. 10 minutes au bout desquelles Louise se retrouve dans un état de dissociation traumatique. Menacée par une reprise des coups et apeurée à l'idée de perdre ce job qui lui apparaît essentiel pour soutenir sa famille, elle sera forcée à une fellation sur Walter Nix. Bon, ce qui est horrible et ce qui est dingue, c'est de se dire que pendant ce temps-là, le McDo continue de fonctionner normalement. Pendant ces 2 longues heures, Donna fera des allers-retours dans le bureau sans qu'elle ne se rende compte de la moindre chose. Louise va à chaque fois se recouvrir du tablier, à chaque fois que Donna passe dans le petit bureau. Louise tente de la supplier de la laisser partir, mais Donna exécute les ordres de l'officier, demandant fréquemment quand est-ce que la patrouille arrive. Walter Nix doit quitter le McDo un peu avant 20h, et en sortant, selon ses déclarations ultérieures, il se rend immédiatement compte de la gravité de son acte. Une fois dans sa voiture, Walter appelle un de ses amis et lui dit qu'il vient de faire quelque chose de très mal. Un autre employé est appelé pour prendre le relais de Walter, s'appelle Thomas Sims, mais il est moins docile. Il ne se conforme pas aux instructions qu'il trouve absurdes et questionne la validité de ses méthodes d'enquête. Méfiant, il va voir Donna, qui, choquée, décide d'appeler sa supérieure, qui était soi-disant en double appel avec cet officier, l'officier Scott. Donc Donna contacte enfin elle-même sa supérieure hiérarchique, qui n'est bien entendu au courant de rien. La conversation avec l'officier Scott va désormais couper court et il raccroche assez vite. Donna, horrifiée, comprend enfin qu'elle vient de se faire piéger. Toute l'équipe débarque dans le bureau, aide Louise à se rhabiller, et Louise, tremblante, demande si elle doit quand même venir travailler le lendemain. Voilà, ça c'est Quel enfer. une histoire absolument abominable. Un Et donc, petit huis clos comme ça. ouais, totalement vrai, même si c'est à peine croyable. Et c'est Donna Summers, qui va appeler la police et qui va arriver tout de suite sur les lieux, bien sûr. En 15 minutes, ils sont là. Ils récupèrent les vidéos qui sont malheureusement encore visionnables sur YouTube. Bon, même si elles sont floutées, mais elles sont sur YouTube. Ouais, on voit tout en fait. On voit tout et on comprend l'absurdité de cette situation. C'est absolument absurde, évidemment, d'imaginer qu'une enquête peut se dérouler de la sorte. Louise est transférée à l'hôpital, elle a des séquelles psychologiques qui vont la poursuivre évidemment très très longtemps, et Walter Nix, est arrêté pour agression sexuelle. Et bon, comme tout a été filmé, il n'y a pas beaucoup de preuves à apporter, les images sont totalement accablantes. Ogborn a déclaré que parfois l'officier Scott, donc l'appelant, celui qui se fait appeler l'officier Scott, lui parlait directement et arrivait à la convaincre de se soumettre en fait à l'autorité de Walter Nix. Mais il reste une question essentielle, c'est qui cet officier Scott? Alors, les policiers sont perplexes et ils vont chercher en fait sur Google. Ils vont chercher strip, McDo, enfin voilà ce genre de requêtes-là. Et en fait, ils vont se rendre compte qu'il y a plein d'affaires similaires. Donc on a affaire à un criminel en série qui appelle visiblement plutôt des fast-food, des McDo, des Wendy's, pour ce genre de requêtes-là. Donc à chaque fois en se faisant passer pour un policier et demande des choses totalement absurdes. Mais visiblement, ça n'est pas la première fois que les gens vont s'exécuter et suivre les instructions de ce faux policier. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'enquête, mais alors il y a une fonctionnalité qui permet de retrouver le numéro de l'appelant. Donc, on va pouvoir retracer l'appel. L'appel vient d'une cabine téléphonique dans un supermarché à Panama City, en Floride. Donc, je rappelle que l'histoire se passe dans le Kentucky, donc c'est pas quelqu'un qui était en train de regarder par la fenêtre. Donc, on est à 1000 km de Mount Washington. Une fois que l'endroit est identifié, là, les policiers vont mettre la main sur des images de caméras de surveillance, reconnaître un uniforme. L'uniforme appartient à une entreprise qui s'appelle la CCA, donc la Correction Corporation of America, donc une société privée qui gère des prisons. Et voilà, par les subtilités de l'enquête, on va tomber sur un homme de 38 ans, marié, un père de 5 enfants, qui s'appelle David Stewart. La police va perquisitionner chez David Stewart. En fait, il habite un trailer park, donc une sorte de caravane résidentielle typiquement américaine.
Ils vont retrouver une carte prépayée qui a servi à appeler 9 fast-food différents dans d'autres affaires. Et ils vont aussi trouver des dizaines de candidatures pour des postes d'officier de police. Donc on se rend compte que c'est quelqu'un qui est absolument fasciné par le métier de policier. Voilà, donc on a le coupable. Ça me paraît évident. Le 30 juin 2004, Stewart est arrêté, mais lui nie toute implication. Il est extradé au Kentucky, mais il sera libéré sous caution immédiatement. Et son procès aura lieu, mais plus tard, parce qu'il faut d'abord juger Summers et Nix. Donc Walter Nix et Donna Summers se retrouvent d'abord sur le banc des accusés. L'avocat de Nix va demander la clémence pour son client. Bon, pas facile à plaider, hein. Mais donc Walter Nix n'a pas de casier judiciaire. Il a un QI qui est très très faible. Il a un QI de 83, donc c'est pas très malin. C'est pas très fit. Non, il est pas Vraiment de la déficience quand même. Pas Il trop a pas inventé d'esprit l'eau critique. chaude. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est un membre apprécié de la communauté et il a tout de suite manifesté du remords. Ça, c'est ce que plaide l'avocat, bien sûr. Et l'avocat présente les expériences, notamment l'expérience de Milgram, pour dire voilà, c'est normal, les gens se soumettent à l'autorité. Ça n'a pas été une exception pour Walter Nix. Mais ça n'a pas tout à fait convaincu le juré, et ça n'a pas convaincu Louise, qui a déclaré « J'ai perdu ma dignité, ma fierté et mon innocence. Je veux qu'il réalise qu'il n'est plus considéré comme la bonne personne qu'il pense être. C'est un esprit faible qui a craqué et m'a blessé à cause des mots d'une autre personne. » Et c'est vrai que le zèle de Nix dépasse quand même un peu l'entendement, quoi. Donc, voilà. Il a l'air d'avoir quand même un peu apprécié avoir son Ouais, pouvoir. Exactement, ouais. Effectivement, il y a une sorte de... Même s'il y a une réalisation après coup, je veux dire, Ouais, c'est ça. il a quand même fait des trucs horribles, quoi. Ouais. Et donc Louise, qui se destinait à devenir médecin, elle a plus la force en fait psychologique de devenir médecin, donc elle a été vraiment très très abîmée par l'affaire. Donc au final, Nix est condamné à 5 ans. Summers, elle s'en sort bien. Elle a 1 an de probation. Ensuite, il y a le procès de Stewart en 2006, et alors, contre toute attente, on considère que les preuves contre lui ne sont pas suffisantes. Et donc Stewart sera tout simplement libéré, mais ne sera plus poursuivi pour aucune des autres affaires. Et il faut savoir aussi que après qu'il a été démasqué dans cette affaire, tous les appels Oui. Se sont arrêtés. Exactement, Voilà. ouais. Et c'était quand même pendant 12 ans, plus de Oui. 70 employés qui ont été manipulés dans 30 États différents Ouais. des États-Unis. Donc c'est pendant 12 ans, il a réussi à faire des choses obscènes. Ouais, sans être pris et sans jamais payer, quoi. Ben pour, oui, pour ouais, ça, ouais, quoi. c'est C'est ça. complètement fou. Et alors, selon une analyse psychologique que j'ai entendue par ailleurs, il semblerait que les gens qui travaillent dans des fast-foods sont plus facilement manipulables, parce que les fast-foods conditionnent par des règlements de travail extrêmement précis à obéir de façon très aveugle aux instructions. Et donc c'est pour ça, semble-t-il, qu'ils choisissaient des fast-foods pour tomber sur des gens très très facilement malléables. Ok, ah ouais. Et souvent, c'est aussi des jeunes, des étudiants, Oui. peut-être des gens qui ont peur de perdre leur emploi, Ouais, parce ouais. que c'est... Mais il faut quand même avoir un esprit complètement, enfin, je sais pas, machiavélique pour penser à un plan tout comme ça. Enfin, c'est... Ouais, ouais. c'est Bah, fou. si les gens exécutent, lui, il a Ouais. aucune conséquence, quoi. Ouais. Donc lui, il parle juste, et puis si on fait ce qu'il dit, bah... Mais ce qui est fou, c'est quand même le bénéfice pour lui. Enfin, il voit pas. Non, il voit pas, donc c'est ouais, vraiment, c'est juste vraiment le- plaisir ouais, le d'avoir pouvoir. le pouvoir. Ah, exactement, quoi. c'est vraiment effectivement domination. et peut-être ce fantasme d'être un policier, donc de se retrouver Ouais, dans ouais. cette situation-là. Donc, Ouais. ouais. Et alors, il y a eu un dernier procès, c'est le procès de McDo. Donc McDo a été Ouais. poursuivi parce que comme il y a eu beaucoup d'appels précédemment, mais il a fallu réclamer en fait de l'argent à McDo qui n'avait pas prévenu ses employés qu'il y avait ce genre d'escroquerie, je sais pas, de scam qui se produisait. Et alors ce qui est normal, c'est que Louise a reçu donc d'abord 6 millions de dollars et puis finalement seulement 1 million de dollars en appel. Mais Donna Summers a reçu plus de 1 million de dollars en première instance et 400 000 dollars quand même en seconde instance. Donc elle a été indemnisée par McDo parce que McDo En ne l'avait dommage, pas. Ouais, exactement. Ok. Donc même Donna a été indemnisée par McDo. Ouais. Je trouve que là, pour le coup, elle s'en sort vraiment bien Ouais. et elle le méritait pas. Oui, parce que Nix avait été inculpé, mais elle avait eu, à un moment, elle a été condamnée. Pour... Elle a été condamnée à 1 an de probation, Ok, donc ouais. voilà, c'est très très léger Ouais. comme peine, mais je trouve vraiment trop léger, bien sûr. Mais donc voilà, de nouveau en se réfugiant derrière. Parce qu'elle a enfreint des règles de McDo. Elle a enfreint des règles de Ouais. McDo qui Ouais. lui vaudront d'ailleurs d'être licenciée.
par McDo. Parce qu'on ne peut pas faire rentrer quelqu'un dans un bureau de McDo. Et non, il y avait aussi pas de fouille à nu. Et pas de fouille à nu. Voilà, mais bon. Heureusement. Elle le savait pas. Ouais. Et pour elle a aucun remords, en fait. Voilà. Même dans des interviews, là, Non, effectivement, elle a pas beaucoup de remords. Et donc, c'est cette histoire qui est, en fait, l'inspiration du film Compliance. Ouais. Qui d'ailleurs reprend cette histoire de manière assez fidèle. Ouais. Oui. Je trouve. Voilà, les noms ont été changés. Ça n'est pas McDo. Ils n'ont pas voulu c'est se mettre Chickwich. Voilà, c'est ça, exactement. mais pour le reste, oui, c'est très fidèle. C'est un film très très difficile à regarder. Oui. Ouais. Et qui marque, vraiment. Ouais, oppressant un peu. Ouais. Un film qui a été réalisé d'ailleurs en 2012, c'est ça? Ouais. C'est ça qui a pas bien marché. Ah oui. Ouais, le film a pas très bien marché. C'est un film, je pense qu'il a été primé à Sundance. En tout cas, il était en sélection officielle au Festival de Sundance. C'est un film qui a plutôt des bonnes critiques. Oui, moi j'ai vu qu'il y avait une bonne réception critique. Après, c'est vrai que box office, j'ai pas regardé. Mais c'est un film indépendant aussi. C'est un film indépendant. Ouais. Il a 89% sur Rotten Tomatoes, donc c'est plutôt un bon score. Ouais, exactement un bon score. Il a plus de 7 sur 10 sur IMDb pour un film de genre. C'est plutôt pas mal. Mais ce qui est fascinant, c'est que pour le coup, je trouve que le film montre bien comment ça peut se passer. Oui. Comment, parce que dès le début, en fait, cette histoire-là ça commence dès le début du film, quoi, et l'officier Scott du film qui donne aucune info, et en fait, on lui donne toutes les infos, donc lui récupère tout de suite pour justement donner l'impression et rapidement la Donna du film qui dit mais non, mais il m'a bien dit que c'était cette fille-là, etc. avec son nom, alors qu'en fait, lui, il a juste repris, c'est elle qui a tout donné, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et elle se rend pas du tout compte, quoi, à quel point elle s'est fait hyper vite manipuler dans cette histoire. Ouais, juste en répétant la dernière chose que la personne a dit, en disant oui, Rebecca, c'est bien ça, c'est bien la personne qu'on cherche. Et tu vois que l'engrenage se met en route. Et comment c'est aussi progressif. Parce qu'au début, tu commences avec un truc un petit peu de mise en confiance. Je suis un officier, faut me faire confiance, faut que vous m'aidiez, je sens que vous pouvez m'aider. Et petit à petit, le truc, vrille complètement. Ouais. Il connaît bien le jargon aussi de la police. Il est quand même autoritaire. Il connaît aussi le nom des responsables. Donc c'est à la base quand il appelle. Il connaît le nom d'une manager. Ouais, c'est ça exactement. Donc, voilà, ça peut donner aussi l'impression qu'il sait, qu'il en maîtrise. Voilà. Et c'est une technique qui est utilisée aussi par des médiums. J'ai vu. On appelle ça le cold reading. Donc voilà, on va aller pêcher des informations et puis donner l'impression qu'on est soi-même l'apporteur de l'information. Ah ouais, ok. Il y a notamment une chaîne YouTube qui s'appelle Bruno un nouveau message, où c'est un médium qui fait du channeling. Donc il permet à des gens de parler avec des morts. Ouais. Et en fait, quand on décortique sa technique, ça n'est que du cold reading. Donc en fait, il n'apporte aucune information lui-même. Il ne fait que reprendre des informations qui lui sont données, mais les gens disent c'est dingue, comment tu as fait pour trouver ça. Voilà. Donc mais il faut quand même développer ce talent pour un peu lire les gens et comprendre un peu le langage corporel, les petits trucs qui peuvent donner des informations sans qu'on s'en rende compte et l'exploiter justement pour déstabiliser la personne. Ça a été un des éléments d'ailleurs du procès de David Stewart dans l'affaire qui a inspiré Compliance, c'est que l'avocat disait mais il a pas cette capacité-là, il n'a pas ce bagou. Et donc ça ne peut pas être lui parce que c'est un type assez simple, il a pas le bagou pour manipuler. C'est vrai qu'il est pas présent physiquement, donc c'est ça qui est quand même dingue, c'est que les gens acceptent de faire ce qu'on lui, d'agir. Mais la personne n'est pas, il n'y a pas un officier qui est physiquement dans la pièce avec son uniforme, c'est juste une voix au téléphone, donc il suffit de raccrocher et tout se termine en fait. Mais je trouvais intéressant le fait que l'employé de fast-food était peut-être plus facile à manipuler que l'employé d'une autre. Ouais. Mais c'est vrai que moi, la question que j'arrêtais pas de me poser en regardant le film et même en lisant un petit peu plus sur ce fait divers, c'est pourquoi est-ce qu'il y a pas quelqu'un qui s'est dit à un moment, on va vérifier que c'est bien la police qui appelle. Oui, et en même temps, à chaque fois qu'il y a une suspicion, lui, il reprend tout de suite justement en disant dans ce monde qui est très autoritaire. Tout à fait. Et les gens se retrouvent un peu tétanisés et en fait, ça se poursuit, quoi. C'est quand même plusieurs fois où il y a des questionnements jusqu'à un moment donné où ça s'arrête, quoi. Mais en fait, c'est l'employé de maintenance qui à un moment n'y croit pas du tout et lui va vraiment poser les bonnes questions. Mais peut-être que
Pardon, je t'ai Vas-y. coupé. Non, vas-y. Mais en fait, peut-être que là aussi, on voit qu'il y a aussi un petit speed, qui sont tous occupés, ils sont en train de bosser, ils vont répondre au téléphone. Ouais. Et là, donc Thomas Sims, lui, il est juste en train de manger dans le restaurant, Oui, c'est ça. donc il a peut-être Travaille déjà pas ce jour-là, un en peu fait, plus ouais. de Ouais. recul. Ouais. Enfin, ça peut être une explication, Oui, c'est mais vrai. en effet, il est pas dans... Parce que Donna, elle rentre, et puis en même temps, elle doit gérer les clients, Ouais. et du coup, il y a peut-être ça qui peut être une Il explication. est pas dans le rush, et il arrive au moment où c'est déjà extrême aussi. Oui. Ouais. Lui, il a Ouais. pas du tout vécu la progression, C'est vrai. où elle est nue, elle vient de se faire violer, etc. C'est là où c'est Walter Nix. Ouais. Il s'appelle pareil dans le film. Non, ils ont tous un nom différent dans le film. J'ai Bon, oublié le nom. dans le l'équivalent film. de Ouais. Walter Ouais. Nix dans le film, il arrive à un moment où c'est déjà extrême et il bascule assez vite dedans. Oui. Déjà, l'officier lui dit déshabille-la, limite de force. Ouais, ouais. Enfin, c'est horrible, hein, toutes ces scènes à Oui, regarder. c'est- ouais. Moi, j'étais en sueur, j'étais complètement recroquevillé dans mon fauteuil. Ouais. C'est vraiment horrible. Et ce que je trouve bien fait dans le film, c'est cette juxtaposition de plans, d'interrogations qui sont vraiment malaisants, avec des scènes où on voit juste les gens manger. Ouais, la au banalité McDo. du fast-food. Oui, c'est ça. Ouais. Et que quelque chose d'horrible peut se passer juste à côté de toi. Oui, ça, ils étaient à 5 mètres, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Et tu peux pas réaliser, en même temps, c'est inimaginable, une histoire pareille, quoi. Oui, c'est ça. En fait, c'est une histoire. Si elle n'était pas vraie, on trouverait que ce film est vraiment Oui. part vraiment dans des extrêmes. Et même, Ouais. même le film, il est limite, plus soft que ce qui s'est passé Ouais. en réalité. Ouais, En tout cas, par pudeur, montre pas. Ouais, Voilà, ouais. exactement. Mais il y a quand même les images sur YouTube. Ouais, il est sur YouTube. Ah, il y a vraiment Ah, tout. ça, je Ça, savais je pas. l'ignorais. Ouais, je je veux oh, pas la aller vache. voir. Non, C'est- Et ouais. cette pauvre fille qui toute sa vie, elle peut pas oublier le trauma. Elle tape son Ouais, nom sur ouais. YouTube. Ouais, non, mais c'est ça. Et puis il y avait une explication derrière tout, donc le fait qu'elles doivent danser nues. Oui. En fait, l'explication, c'était que le policier disait voilà, elle est consommatrice de drogue, et on va la faire danser nue parce que la manière dont elle dansera va nous indiquer quel type de drogue elle prend. Ouais. Donc à chaque fois, il y avait Ouais. une explication. Ouais, le geste Ouais. pour faire Rationnel. tomber, s'il y a des choses qui sont Voilà, exactement. Ouais. Ouais. Mais je pense aussi qu'il doit y avoir un point, je sais pas si c'est même dans l'expérience de Milgram, mais je pense qu'il y a probablement un point dans la psyché humaine où quand t'as déjà accepté d'aller un peu au-delà de ce que tu ferais normalement, enfin de dépasser tes valeurs, Mm. une fois que t'es pris dedans, en fait, tu te poses même plus de questions, t'es pris dans l'engrenage. Et je dis pas du tout ça comme une excuse pour ce qu'il a fait à Waternix, mais je pense qu'il y a un petit peu cet aspect-là où à la fin t'arrives même plus à questionner ce qui se passe parce que t'es déjà trop loin dedans. Et une question peut-être un peu incorrecte, mais Mhm. la question peut se poser aussi de la soumission de Louise. Mhm. Ouais. Elle a aussi obéi finalement. Et puis on peut se demander si, je sais pas, nous on aurait obéi de la même manière, ou bien si on se serait Ouais. rebellé peut-être plus facilement. Et ce que je trouve pas mal dans le film par rapport à ça, c'est tu vois vraiment qu'elle est en pleine dissociation à la Ouais. fin. Ouais. Genre son regard est complètement vide et c'est un peu en mode je ferai n'importe quoi juste pour survivre. Et moi, j'ai une expérience. Je sais pas si vous connaissez la performance de Marina Abramovic. Je pensais à la même The chose. Artist is en- Present. Avec, rythme zéro. Ok. Où en fait, pendant 6 heures, elle est donc debout dans une pièce. Il y a un public. Ouais. Et il y a 72 objets qui sont posés sur une table. Il y a une note où elle dit, voilà, donc, vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez. J'en prends l'entière responsabilité. Je suis un objet. C'est une performance. Et donc, pendant 6 heures, donc au début, il y a quand même, donc il y a des objets gentils, genre des plumes, des fleurs. Il y a des objets destruction, donc des ciseaux, des barres de fer. Il y a même un pistolet. Et il y a des protecteurs et des agresseurs. Et donc au début, c'est gentil. Et puis de toute façon, elle ne bouge pas. Et puis au bout de 3 heures, il y a la violence qui commence à arriver. Donc elle se fait mutiler, torturer. Enfin, on la coupe, on l'agresse sexuellement. Et donc au bout de 6 heures, le public ne peut même plus la regarder en face, en fait, parce qu'à bout de 6 heures, elle redevient mobile. Enfin, donc la performance est terminée, quoi. Et ça, c'est. Et elle va regarder les gens dans les yeux. Ouais. Et voilà, c'est aussi, et c'est une performance réelle de 1974. Ouais, ouais, c'est assez ancien quand même. Hein. Ouais. Oui, mais tout de même, tu te dis, l'homme est capable de. C'est dingue. Enfin,
Et puis puis vite quand même, de se dire qu'on peut vriller si rapidement. Ouais. Mais dans C'est pas du conditionnement sur des années, tu vois. Non. Non, c'est au bout de 6, devrait être au bout de 3 heures. Mais regarde l'expérience de Stanford. Le premier acte de torture, c'est après 30 heures. Ouais. C'est quand même 30 heures, c'est rien, quoi. Complètement fou. Ouais. Ouais, dans un contexte donné, en fait, on te permet, voire on t'incite un peu, et ben hop, on y va, quoi, à fond. Donc le deuxième jour, en fait, déjà, ça commençait, quoi. Ouais. Le deuxième jour sur 15, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, avec sur l'expérience de Stanford, on a regardé un film que tu nous avais conseillé, Das Experiment. Ouais. On l'a regardé hier. Enfin, moi, je l'ai regardé hier. Ouais. Et c'est pas mal fait aussi pour montrer comment les choses vrillent assez vite. Et encore une fois que l'escalade. Enfin, il y a un moment où ça s'arrête plus. Moi, je dirais même que le film va un peu trop loin à la fin. Ouais. Effectivement, ouais. Où tu sors du crédible. Mais Mais en même temps, je trouve qu'on voit bien aussi le défaut de l'expérience qui, pour le coup, s'est produit aussi à Stanford des chercheurs qui poussent en fait et qui cherchent en fait à démontrer le sadisme et du coup le protocole est pas du tout correct ni respecté et le film le montre, c'est ça aussi. Bien sûr. Mais l'expérience a été critiquée par rapport à la façon dont ça avait été mis en place. Ouais. C'est le professeur Zimbardo. C'était Zimbardo. Ouais. Non, et celle qui est folle aussi, c'est celle qui a donné, alors c'est dans un lycée, mais qui a donné le pitch du film La Vague, dis-le, qui était le deuxième film dont on voulait parler aussi, et là, qui est complètement dingue, sur un lycée où une expérience sur l'autocratie qui vire au cauchemar en 5 jours. En 5 jours, ouais. C'est vraiment, c'est un fou. Donc, c'est un film allemand de Denis Gansel, qui est sorti en 2009. Attends. Je revérifie les notes, 2008. Ouais. Et qui donc parle dans un lycée allemand d'une classe qui doit faire des projets sur les expériences politiques et donc il y avait le prof de sport qui voulait faire un projet sur l'anarchie parce que c'était un peu plus son trip rocker, etc., qui se retrouve avec l'autocratie et donc en plus pour l'Allemagne il y a un peu un passé aussi autour de ça. Oui, un côté tabou. Ouais. Et donc commence à travailler autour de ça et décide de faire une expérience un peu sociale avec les élèves en disant on va mettre en place une autocratie quoi, où moi je serai le leader, le Führer et on va voir ce que ça va donner. Et ça tourne pas très bien. Non, ça tourne pas bien. En effet. Alors c'est aussi une histoire vraie. Ouais. Donc c'est une histoire vraie qui s'est passée un peu moins mal que dans le film. Ils ont arrêté avant aussi. Ils ont arrêté après 5 jours. Après 5 jours, ouais. Mais et qui a eu lieu aux États-Unis, je crois. Qui a eu lieu aux États-Unis, c'est en Californie. À Palo Alto. À Palo Alto, c'est ça. À Palo Alto. Ouais. Oui. Dans un lycée, donc il avait 15-18 ans. C'est ça. Et le professeur s'appelle Ron Jones et c'est devenu un speaker assez célèbre. Hein, donc il parle beaucoup de ça encore aujourd'hui. Ok. Parce que l'expérience lui-même n'avait pas senti venir cette déviance aussi rapide. Il a vraiment réussi à créer un état fasciste dans une classe en 3 jours. Dans une classe aux États-Unis, moi, ce qui me fascine quand même, c'est que toutes ces expériences, soit Milgram, Stanford ou effectivement la classe de Ron Jones, ça se passe aux États-Unis, alors que justement c'est prétendument le pays de la liberté, de l'esprit critique, etc. Et qu'en fait, ça varie. Ouais, mais je sais pas. Enfin, quand tu vois le jeu de la mort, par exemple, regarder le documentaire. Tu l'as vu? Ouais. Je l'ai trouvé assez prenant parce que tu vois quand même que. Mais même, bon, évidemment, il y a le contexte, il y a la télévision, il y a le public, il y a les 1 million d'euros à gagner. Oui. Mais tu te dis à la place, enfin, je trouve que franchement, je me suis dit peut-être à la place du joueur, j'aurais pas su dire non, parce qu'il y a quand même une pression. Enfin, je trouve, on avait vraiment la mise en situation sous nos yeux qui rendait plausible le fait de pas oser dire non. Non, mais c'est très compliqué. Même là, ça me fait penser à ça, la dernière saison de Koh-Lanta, que j'ai vu à moitié, t'as un candidat qui a abandonné assez rapidement au début du jeu et il s'est fait mais vraiment mal recevoir par tous les autres. Je sais plus comment il s'appelait, mais je sais pas, au bout du 3e jour il s'en va et en fait tout le monde lui dit mais non, mais tu peux pas faire ça, et il essaye de le convaincre à rester, tu vois, alors que le type il veut quitter le jeu, il le sent pas quoi, tu vois. Oui, il est venu. Et bon, c'est tant pis. Mais je me dis c'est dingue parce qu'il y a vraiment, on voit vraiment la pression que tous les autres lui mettent. Bon, il est quand même fini par quitter le jeu, mais. Ce qui est dingue dans Koh-Lanta aussi, c'est le fait qu'il soit dans des tribus rouges et jaunes. Au bout de quelques heures, ils se définissent en disant mais moi je suis un rouge, envers et contre tout, je ne serai jamais un jaune. Alors que c'est juste un foulard qu'on leur donne de façon complètement aléatoire, en fait. Et même quand ça change, là, je sais plus, dans cette dernière saison, il y avait d'abord 3 tribus, puis 2. Ok. Et après, il y en a plus. Et il y en avait qui s'identifiaient encore à leur première tribu et qui avaient fait une espèce d'alliance. Mais non. En essayant, du coup, de se mettre contre les autres. Et c'était un truc complètement dingue, Ouais, c'est vraiment
Et par rapport à ces logiques tribales, j'avais aussi vu un truc. Alors je sais plus du tout de quel film on parle, mais c'était un film avec des nazis et je me demande si c'était pas sur la liste de Schindler ou ce genre de choses-là. Et donc c'était au moment des pauses lunch, les gens qui étaient en uniforme allemand mangeaient ensemble. Ok. D'accord. Parce que ça leur donnait un sentiment d'appartenance. Voilà, ils avaient le même uniforme, donc ils mangeaient ensemble. Ah ouais. Et ils mangeaient pas avec les vilains prisonniers juifs, quoi. Donc. Ouais, c'est fou. Hein. Ouais. Ça va très vite. Mais ça, c'est tous ces trucs de conditionnement et on les retrouve même dans des trucs moins dramatiques. Enfin, moi, mon père est dans l'armée. Enfin, il était dans l'armée, il est à la retraite maintenant. Et tu vois que c'est un milieu où aussi ils sont constamment conditionnés pour pouvoir obéir aux ordres parce que c'est vital pour eux dans certaines conditions de pas se poser de questions. Mais du coup, il y a plein de trucs, d'épreuves physiques que tu vis ensemble, de trucs de repas ensemble, de chants. Et ça, on le voit aussi un petit peu dans La Vague, j'ai trouvé, où ne serait-ce que apprendre à marcher ensemble sur le même rythme, ça hack un peu ton cerveau. Et d'un coup, t'as l'impression de faire une unité. C'est super intéressant. En même temps, tu te dis, on est trop facilement manipulable. Oui. Je suis un peu désabusé là-dessus. Mais du coup, dans la vraie expérience, ils avaient aussi un salut. C'était comme ça. Ils avaient une petite main. Genre un peu une tête de dinosaure. Ils avaient une petite main, le bras à moitié plié avec une petite bouche. Je sais pas comment expliquer. Et donc, ils avaient ce geste qui a été mis en place sous forme de salut qu'ils devaient faire à l'extérieur. Et au bout du deuxième jour déjà, en tout cas à la fin de l'expérience, après 5 jours, il y avait quand même 200 adhérents sur une classe de 30 personnes de base. Hein. Donc ils ont contaminé en fait et ils ont largement au-delà de l'expérience de base, quoi, ce qui était complètement inattendu. Et ils ont créé une police secrète entre eux. Et donc ils ont commencé à faire de la délation et à arrêter ceux qui ne voulaient pas adhérer, mais sans que le professeur ne demandait ça. Donc le leader de la personne qui était là. Le leader. Et t'es même pas au courant, Non, il était même pas au courant, donc ça va vite, quoi. Ça va super vite parce qu'à nouveau on parle. C'est pas une semaine, quoi. C'est quelques jours et en quelques jours il y a une police secrète, des punitions. Il y avait un système de punition avec de la violence. Et voilà. Et donc il y a un téléfilm d'ailleurs qui a été. Alors je connais pas le titre, mais il y a un téléfilm de 1981 qui a déjà été réalisé, qui est très très fidèle pour le coup à l'histoire vraie. Donc Divell prend pas mal de liberté sur la deuxième moitié du film avec. On n'est plus du tout dans la réalité. Heureusement d'ailleurs parce que ça finit quand même. Pas très bien. Oui, ça se termine pas très bien. C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, c'est clair. Est-ce qu'il y a d'autres œuvres qui vous ont que le thème vous a évoqué par exemple, moi j'ai pensé à Squid Game, vous l'avez vu? Ouais, j'ai vu. Moi j'ai pas vu par contre. Il y a un peu aussi cette idée de comment des gens un peu désœuvrés peuvent être transformés en des meurtriers, tout simplement. Avec une promesse d'argent, mais à la fin tu te rends compte c'est même plus le truc de l'argent. Non. C'est plus c'est un peu se jouer sur la survie, sur le. Enfin moi j'ai bien aimé, mais j'ai des critiques vis-à-vis de Squid Game, mais j'ai trouvé que ce côté-là était assez bien montré, comment tu pouvais facilement manipuler les gens pour les pousser au-delà de leurs valeurs éthiques. Je sais pas si d'autres personnes l'ont vu ici. Ouais, moi j'ai vu, tout à fait. Je suis d'accord. Après, j'ai un peu eu du mal, effectivement, à cause des invraisemblances de scénario. Oui, bon, après, ça va vite dans n'importe quoi. Même au niveau de la critique sociale, j'ai trouvé que ça y allait vraiment avec des gros sabots, mais Non, mais tout à fait. Mais d'ailleurs, parce que Squid Game c'est un peu montré, mais ce côté qu'on voit aussi dans la technique de manipulation, où à partir du moment où on a passé un certain cap, c'est difficile de revenir en arrière. Parce que ça veut dire admettre qu'on est l'idiot, qu'on a fait l'idiot pendant tant de temps, et c'est quelque chose qui a été utilisé dans les sectes, par exemple, ou avec les gourous, ou même, je sais pas, des choses du type secte écologique ou des choses comme ça, à un moment donné, c'est difficile de revenir en arrière, ou même dans le management, quoi, avec des choses, d'outils de management qui en fait correspondent à rien, les tests, couleurs, etc. Moi, j'en ai fait des trucs comme ça dans des boîtes. D'ailleurs, ça me fait penser à un film qui m'avait beaucoup marqué. Alors, je sais plus je pense qu'il est argentin, et ça s'appelle El Método. Et donc, c'est un film sur un recrutement. Et donc, ce sont, je pense, 6 personnes, qui doivent se faire recruter. Il ne peut en rester qu'un.
et donc ces gens vont devoir s'éliminer entre eux, et donc il y a une montée en puissance de la cruauté qui est absolument incroyable. Alors qu'au début, effectivement, ils savent pas trop quoi faire. Ouais. On sait pas d'ailleurs très clair ce Mm. qu'ils doivent faire, quand ça va se passer, etc. Mais ouais. Et donc ça devient manipulation, enfin c'est à couteau tiré, c'est Ouais. vraiment un film très dérangeant aussi, mais très bien fait. Ouais, ça m'évoque aussi, il y avait un jeu vidéo comme ça, je sais pas si vous y avez joué, qui s'appelle Papers, Please. Non, Ah oui, tu m'en as parlé. Donc vos papiers s'il vous plaît en français, où on joue un garde-frontière d'un pays fictif de l'ex-Union soviétique, et on reçoit les gens avec leur passeport et on doit décider de les laisser passer ou non. Ah, mais Et c'est donc horrible. on peut dialoguer avec eux, et c'est horrible. C'est horrible. Le jeu est horrible parce que du coup on se pose vraiment la question de dire est-ce qu'on fait la règle pure et dure, Ouais. est-ce qu'on essaie de se dire bon on est gentil on fait passer tout le monde, en même temps parfois on fait aussi passer des ennemis du régime et on se fait taper sur les doigts, puis il y a le chef qui D'accord. surveille et on nous rappelle à l'ordre, et le jeu comme ça se déroule sur plusieurs jours, et donc on fait des journées, après on rentre chez soi et puis on y retourne le lendemain, et c'est une interface en plus très épurée, assez simple, où les gens présentent leur passeport, on voit, ils racontent leur histoire, on peut leur poser des questions ou pas, et c'est vraiment terrifiant de se demander, et à chaque partie en plus est nouvelle quoi. On peut vraiment relancer le jeu, essayer des choses différentes, et le jeu nous force quand même à aller dans des sens. Enfin, c'est très questionnant de qu'est-ce qu'on arrive à faire quoi. moi il y a une œuvre mais qui est pas un film, mais qui est une série, Oui. qui pour moi est culte, c'est vraiment, je pense, sur mon top 3 des séries de tous les temps. C'est une très très vieille série qui s'appelle Le Prisonnier. Oui, qui est c'est une série britannique. britannique de la fin des années 60 avec Patrick McGowan. Et c'est l'histoire d'un espion il a visiblement démissionné, il se fait endormir dans son appartement par un gaz qui passe sous sa porte, il se réveille dans la réplique parfaite de son appartement dans un village de vacances, dont il ne peut pas sortir et où tout le monde est à la fois un prisonnier et un geôlier. Ok. Et voilà. Et c'est Ouais. une série sur cette manipulation mentale, sur la manipulation parfois qu'on exerce sur soi-même. C'est absolument remarquable, c'est visuellement complètement fou. C'est le truc avec la boule géante qui les Exactement. poursuit sur Ah oui, l'eau. c'est ça. Exactement. Rover, la boule Rover, ouais, c'est une grosse bulle qui vient rechercher les fuyards. Ouais. Alors Ok. on est parfois à la limite de l'absurde, mais ça pose pas mal de questions sur notre justement la soumission, et on a un personnage qui semble être un personnage complètement insoumis, qui ne veut pas être un numéro. Mm. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. C'est voilà la phrase qu'on entend dans le générique de début. Ok. Ah. Voilà, je recommande vraiment Le Prisonnier. C'est un chef-d'œuvre, un grand chef-d'œuvre de la série, très très novateur, même si c'est très très daté en termes d'image, très années 60. Voilà, ça reste très très intéressant. Ouais, ça donne assez envie. Ouais. Ouais, Ouais. vraiment. Regardez ça. Non, mais je sais que ça fait partie des grosses références de séries un peu science-fiction. Oui, mais, c'est ça. On est pas loin de la aussi science-fiction. de thriller, de mindfuck. Oui, un mindfuck certainement. ouais. Est-ce que c'est l'heure des questions? Bah oui. Alors, nous on aime bien se poser des petites questions Ouais. perso, donc vous êtes les bienvenus Ok, d'accord. à participer. C'est pour un peu raccrocher la partie personnelle en plus des films. Par exemple, Julie, est-ce que tu es du genre à donner des ordres? Ça peut m'arriver quand je suis dans le cadre, par exemple, du boulot ou dans un endroit où je me sens légitime. Mais je vais plutôt essayer de le faire de façon bienveillante, enfin pas en mode petit chef. Mais je peux l'être, oui. Je peux être un peu autoritaire, oui. Ouais. Ok. Voilà. Moi Mais aussi. gentiment, hein. Je confirme que Louis est très à l'aise à donner des ordres. Mais à questionner, j'accepte tout à fait le questionnement de ce que j'ai envie qu'on fasse. Ça, c'est lui qui dit. Mais sinon, Philippe, quel est ton rapport à l'autorité? Moi, j'ai un vrai problème à l'autorité. Ok. Donc j'étais dans beaucoup d'écoles différentes à cause de ça quand j'étais plus jeune. Donc j'ai un rapport très très compliqué à l'autorité. Alors pour tout dire, je suis dans le spectre Asperger, Ok. Ce qui rend la relation à l'autorité parfois encore plus complexe. Donc je la questionne beaucoup et ça m'a porté préjudice Ouais. pas mal dans ma vie, quoi. Non, Ok. En même temps, c'est intéressant, Ouais. mais c'est pareil, j'ai un peu, alors je me suis toujours retrouvé dans une position soumise, quoi, ou l'autorité, ou acceptée. Et j'ai fait un gros travail, notamment de thérapie aussi autour de ça. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a des trucs, enfin, j'ai quitté aussi des boulots à la suite de ces thérapies-là. En me disant, il y a des trucs, en fait, qu'il faut plus accepter, quoi, et questionner. Et sinon, ouais, en tout cas, c'est un sujet, moi, Ouais. qui me questionne vachement. Moi, dans le boulot, un jour, on m'a engagé pour un job que j'ai accepté. Et puis j'arrive dans le job et on me dit, mais tu sais, il y a quelqu'un qui faisait le job avant que tu arrives. Et donc, le premier acte que tu dois faire, c'est licencier cette personne. Quoi? Oh la vache. Donc, en jour 1.
Mais c'est et- horrible. Ouais, c'est horrible, Ah, c'est horrible. vrai. Et j'ai pas eu de recul. J'étais plus jeune, j'étais assez immature. Je le ferais pas aujourd'hui, mais je l'ai fait. Mais sans avoir rien à lui reprocher. Enfin, c'est une femme, je la connaissais pas. Ouais. Et en l'occurrence, je l'ai recroisé après dans ma carrière. C'est quelqu'un de très compétent. Enfin voilà. Et donc j'ai licencié quelqu'un parce qu'on m'a demandé de le faire. Et voilà. Donc Bon, ça c'est un premier ordre Le- que le je regrette vraiment Test d'avoir. ultime Ouais. du premier jour. Ouais, non, Ouais, mais c'est clair. Mais ça te met dans une position Mais oui, de soumission c'est- dès le premier jour et c'est c'est ça, juste quoi. horrible. Ouais. Mais c'est fou comment il y a toujours ces jeux de pouvoir et de rapport à l'autorité hyper malsain qu'on retrouve au boulot. Enfin, je veux dire, peu importe les milieux. Bon, nous, on était dans le monde du spectacle vivant et on a tous les deux vécu des S'en passe des choses. situations pas très chouettes qu'on va mettre sur le dos de grandes personnalités d'artistes. Mhm. Ouais. Mais même, enfin, j'ai aussi travaillé dans le monde de la finance. T'as toujours ces espèces de petits tyrans qui, enfin, un peu à l'image des films, tu vois, ils vont même pas faire ça pour gagner quelque chose d'autre que juste montrer qu'ils ont du pouvoir sur toi. Le pouvoir, c'est un peu C'est ça. une drogue aussi, parce Genre. que c'est aussi le lien avec la soumission. Enfin, on Mm. voit bien que Walter Nix, il prend plaisir. Ouais. On voit bien Oui. que dans le film, Rainer, il prend aussi plaisir à avoir de plus en plus de pouvoir. Ouais. C'est aussi quelque chose à questionner. Puis il y a peut-être aussi un plaisir plus difficilement avouable à être soumis. Où là on rentre dans des trucs plus Ouais, sombres, ouais. mais Pas forcément plus sombre. Moi, je connais quelqu'un qui est dans l'armée ouais, et qui adore recevoir des ordres. Ouais. Parce qu'en fait, ça lui permet de calmer une angoisse, en fait. Quand Oui. on te dit quoi faire, tu n'as pas cette responsabilité et en fait, c'est assez tranquille. ouais. Bah, ça simplifie aussi les choses du fait de pas avoir Mm. à se poser de questions et à dire je fais ce qu'on me dit de faire. Mais c'est vraiment pour le coup ce qu'Eichmann racontait quoi en disant Mm. moi je dors bien la nuit, je ne faisais qu'exécuter les ordres quoi. Ouais, ouais. Et alors, si je me trompe pas, Eichmann, c'est lui qui a inspiré La mort et mon métier de Robert Merle, qui est un roman, roman magnifique Ok. sur un chef de camp de concentration et qui va jusqu'à son procès où il ne comprend pas ce qu'on lui reprend. Donc je pense que c'est Ouais, cette bah, c'est histoire-là. probablement quoi, ça. Non, mais Eichmann, même au moment où du coup ça commence à se déliter de partout, etc. L'Empire allemand tombe, etc. Lui, il fait une marche jusqu'à Auschwitz, Mhm. qu'il a appelé la marche de la mort. Quoi. L'idée, c'était d'emmener tous les Juifs qui étaient avec lui jusqu'à Auschwitz pour les tuer. Ouais. Avant. C'est le dernier geste du régime, et Ouais. pour lui, c'était un truc normal. Quoi. C'est complètement fou. Oui, mais il était pas dans les camps, il était genre à son bureau. Enfin, tu vois, En plutôt tout cas, dans il la avait- paperasse et Mais tout à la ça. fin, il est donc- quand même Mhm. parti avec, quoi, à Ouais. pied avec eux Mhm. jusqu'à Auschwitz pour les tuer. Quoi. Horrible. Mais il n'était pas confronté Ouais. à la conséquence, donc c'est Ouais, peut-être Oui. une excuse aussi. Oui. Enfin, c'est ce qu'il a dit aussi. Mais... Ouais. C'était un comptable. Ouais, c'est ça. Ouais. Ne jamais faire confiance au comptable. C'est C'est ça, la ouais. leçon. Martine de la Conta. Martine de la Conta, elle Ouais. me suit partout celle-là. Louis, y a-t-il un ordre que tu aimerais qu'on te donne plus souvent? Ah, oula. Peut-être je sais pas, j'allais dire ranger plus souvent, mais non, parce que ça m'agace aussi quand on range trop souvent. Mais- De te reposer, de prendre du temps pour toi. Oui, c'est vrai. Ah, Parfois. moi aussi, je veux bien cet ordre-là. Ouais. Ouais. Prenez du temps pour vous. Maintenant. Maintenant, ça s'arrête. Est-ce que vous avez une dernière recommandation en tête? C'est chaud comme ça. Défions l'autorité. Oui. Défions-la. Questionnons-la. C'est parti. Et non, moi je trouve que ce serait pas mal qu'on nous apprenne un peu plus de reconnaître nos valeurs, par exemple à l'école, parce que c'est quand même un des premiers endroits où on nous apprend à obéir, mais aussi de déguiser notre sens critique ou de faire confiance à nos intuitions. Enfin, ce genre de choses, on nous apprend pas ça vraiment. Enfin, même à l'école. Je trouve. Voire même, Oui. à l'école, ce qui me fascine, c'est qu'il faille demander pour aller aux toilettes, quoi. Oui, voilà. Oui. Ouais, c'est vraiment la soumission aussi du corps où il faut demander pour aller aux toilettes quand on a besoin, quoi. Il y a c'est pas tu peux pas juste te lever discrètement. Enfin, du coup, moi, à la fac, pour le coup, c'est un truc qui se fait, quoi, de se lever discrètement et de partir Oui, et de revenir, quoi, parce que t'es là pour suivre les cours et pas pour. Enfin, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est quand même déjà une figure d'autorité, le prof sur l'élève. Ouais. Ah, et ouais. Mais comme vous l'avez dit au début aussi, le fait de connaître ses expériences, ça peut être peut-être un premier pas pour se questionner soi-même par Oui. rapport au rapport qu'on a à l'autorité et peut-être être moins soumis à l'autorité la prochaine fois. C'est vrai que moi j'ai eu une expérience comme ça une fois où je me baladais à Aix-en-Provence et où je me suis fait
manipulé par quelqu'un dans la rue, je me suis fait escroquer. Et en gros, tu sais, les gens qui te disent qu'ils travaillent pour une association et ils finissent par te faire cracher énormément d'argent pour te vendre 2 sucettes. Bref. Et je sais pas, je me suis fait entourlouper et ça m'a mis super mal. Et du coup, j'ai continué mon tour à Aix-en-Provence où pendant 1h30, j'ai genre bouillonné tout ça à l'intérieur de moi. Et je suis allé revoir le type. Et j'ai explosé devant lui, j'ai fait « Vous m'avez manipulé !» C'est avec la voix tremblotante. « Vous m'avez manipulé !» En plus, j'avais pas d'emploi, j'ai fait « Je suis sans emploi et vous avez pris mon argent !» Finalement, il m'a rendu la moitié de l'argent. Ah, bah c'est bien déjà. Mais n'empêche, cette expérience un peu traumatisante, bah, ça m'a amené à plus me questionner, à me dire « En fait, s'il y a quelqu'un qui te dit un truc et ça te met mal à l'aise, t'as le droit de le questionner, t'as le droit de dire stop, même juste prendre une pause, de respirer, de dire « En fait, non, je me retire de cette situation. » Ouais. Voilà. Et ben c'est maintenant l'heure de se dire au revoir. En tout cas, merci beaucoup Oui, merci. d'avoir aussi provoqué ça. Merci à vous. Oui, c'était trop cool. Ouais, carrément. Super chouette. Nous, c'est notre première collaboration. Ouais. Et ça nous donne envie d'en faire davantage, mais c'était vraiment super chouette. On vous rendra l'invitation. On se dit peut-être pour Halloween. Ouais, grand carrément. plaisir. Ouais. Carrément. Et du coup, où est-ce qu'on peut écouter le scénario du pire ? Partout, hein, donc sur toutes les bonnes plateformes où on peut écouter des podcasts, en tout cas donc Spotify, Apple, Google et toutes les autres. Voilà, il suffit de chercher le scénario du pire. Donc voilà. On a bientôt une saison 2 qui arrive pour septembre. Exactement. Mais ça, vous avez terminé la saison 1 là, avec quoi? Voilà. Il y a 8 épisodes. Il y a eu 9 épisodes. 9 épisodes. Avec Et- le bonus pour Ouais, Laurent ça, Bias. exactement. Ouais. Et donc on repart pour une saison de 9 épisodes à partir de septembre et on a hâte parce qu'on a des histoires qui sont assez incroyables. Ouais, gros dossier. Ouais, des gros dossiers. Trop bien. On a très très hâte. Ouais. Et on peut aussi vous trouver sur les réseaux sociaux. J'ai vu que vous avez créé un Instagram. Ouais, c'est tout Facebook. nouveau. Oui, Super. j'ai créé un Instagram, Ouais. c'est tout nouveau. Ouais. On a une page Facebook. Ouais. Voilà, on n'est pas des hyper actifs des réseaux sociaux, mais on accueille volontiers On les va gens s'y et mettre. voilà, exactement. On aime aussi beaucoup votre logo. Ouais, La carrément. petite image avec les poupées. Alors Ouais. c'est une Ouais. photo que j'ai prise Ok. au musée du jouet à Bruxelles. Ah, Donc super. voilà, ce sont 2 poupées qui sont des poupées du musée du jouet. Trop Méga cool. flippante. Ouais. C'est clair. Non, mais il y a un côté masque aussi. Enfin, je Ouais, trouve ouais, que ouais. c'est assez cool. Et vous alors? Eh bien, nous, on est aussi disponible sur toutes les plateformes de podcast. Mais oui. On va pas vraiment faire de pause estivale d'ailleurs pour Popcorn et Gros Doux. Oui. Non. Il t'a donné un ordre tout à l'heure. Tu ne feras pas de pause estivale. Exactement. Ça va être les ordres qui se On va confondent. peut-être faire une pause estivale pour Popcorn et Gros Doux. On va voir. Lorsqu'on aura monté cet épisode, on aura décidé si on fait une pause estivale ou Ouais. non. Non, mais voilà, en tout cas, Popcorn et Gros Doux va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année, en tout cas sur Oui. ce format-là. Et puis on verra après ce qu'on fera aussi Oui. sur nos enfants. Exactement. Et ben, merci d'avoir écouté cet épisode. On espère qu'il vous a plu. Retrouvez tous nos épisodes sur votre plateforme de podcast préférée. On vous invite aussi à aller découvrir donc le scénario du pire avec Philippe et Julie. Merci encore. Merci à vous. Vous trouverez donc sur toutes les plateformes de podcast. On vous invite aussi à aller découvrir les autres podcasts de Studio Flamboyance, notamment Matrimoine, un podcast qui nous amène à réfléchir à ce qui est transmis par les femmes. La saison 2 est d'ailleurs en préparation. Et oui, suivez-nous sur les réseaux sociaux, likez partout où vous le pouvez et partagez, c'est vraiment quelque chose d'utile et qui nous aide. Popcorn et Gredou est un podcast de Studio Flamboyance créé et produit par Michel Rommel et Louis Duruflet. À très bientôt. Bisous bisous.